je pense, et je vais à la suite de Maître Alexis Iou, pour vous dire qu'en fait, ce qu'ils sont en train de faire, c'est des effets d'annonce. Prenez ça tout simplement comme des effets d'annonce. Alors, lorsqu'on parle de mandat d'arrêt international, c'est tout le Bataclan, c'est tout le gros mot qu'on lui attache, mais je crois que le garde des Sceaux, s'il lui reste une petite crédibilité, lui-même, il doit savoir que ce mandat d'arrêt ne peut pas être exécuté et qu'aucun État occidental, aucun État démocratique ne peut collaborer pour l'exécution de ce mandat d'arrêt. Pour deux raisons simples. Deux raisons simples. La première raison, c'est que on ne peut pas extrader une personne vers un État qui pratique la torture. Donc, il n'est un secret pour personne qu'au Togo, on pratique la torture. Il suffit tout simplement de montrer comment les gens ont été torturés, et ça, on a de la documentation. Montrer comment les gens ont été torturés le 6 juin, le 26 juin, le 27 juin et le 28 juin, ben, pour balayer du revers de main ce qu'ils appellent par mandat d'arrêt international. Il suffit de montrer comment ils ont torturé Amron jusqu'à ce que ses pieds ne s'enflent. Nous avons vu de manière... j'avoue quand même que c'est... je me rappelle entre-temps, lors du procès de Pachanga Singbe, il y a un accusé qui a traité les tortionnaires de psychopathes. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas humain. Un être humain ne peut pas faire ce qu'ils ont fait, par exemple, aux femmes qu'ils ont interpellées, qu'ils ont battues, et à Amron, à qui ils ont battu, molesté jusqu'à ce que ses pieds ne s'enflent. Ben, donc, aujourd'hui, il est de notoriété publique. Tout le monde sait qu'au Togo, on pratique de la torture. Et donc, aucun État, le Sénégal, le Canada, la France, les États-Unis, l'Allemagne, la Belgique, aucun État ne peut collaborer pour dire qu'il exécute un mandat international et donc il va renvoyer un citoyen togolais vers le Togo parce qu'il a été requis par le gouvernement du Togo, que personne ne prend d'ailleurs au sérieux. Donc, c'est un effet d'annonce. C'est juste pour communiquer, c'est juste pour intimider. On balaie donc du revers de main cette histoire de mandat d'arrêt international. Je dis qu'on ne peut pas extrader vers un pays qui pratique la torture. Et il est clair, je ne le dis pas, mais c'est une convention, la Convention des Nations Unies contre la torture. L'article 3, alinéa 2 de la Convention des Nations Unies contre la torture dit ceci. Et là, je lis une convention internationale que le Togo a ratifiée. Le Togo a été l'un des premiers pays à ratifier la Convention des Nations Unies contre la torture du 10 décembre 1984. L'article 3, alinéa 2 de cette convention dit ceci. L'article 1er plutôt. Aucun État parti n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. Ça voudrait dire que lorsque vous signez cette convention, comme le Togo, lorsque vous ratifiez cette convention, comme le Togo, vous ne pouvez pas obtenir l'extradition d'un de vos membres, d'un de vos concitoyens, parce que vous pratiquez la torture. En grosso modo, aujourd'hui, nous avons pas mal de décisions de la Cour de justice de la CEDEAO. Pas mal. C'est la Cour de justice de la CEDEAO qui a condamné le Togo pour acte de torture. Ces décisions ont été publiées. Nous avons dans l'affaire Agbobo Kossi Edem contre la République du Togo. Le Togo a été condamné pour acte de torture. Nous avons le dossier Adam Latif et autres contre la République du Togo. Le Togo a été condamné pour pratique de la torture. Nous avons le dossier Pachanga Singbe
éco-accusé contre la République du Togo devant la Cour de justice de la CEDEAO. La Cour de justice de la CEDEAO a condamné le Togo pour acte de torture. Nous avons le dossier Tigre Révolution. Dans ce dossier, l'État du Togo où est détenue une femme qui allaitait au moment où on l'a arrêtée. Cette femme a été battue, torturée. Si je vous raconte les déclarations de cette femme, j'avoue que c'est ahurissant. C'est-à-dire que des êtres humains ne peuvent pas faire cela à leur semblable. C'est ahurissant. Donc, nous avons aussi le dossier Jean-Paul Omolou contre la République du Togo. Dans ce dossier, l'État du Togo a été condamné pour acte de torture. Donc, si ils envoient leur pseudo-mandat d'arrêt vers les pays, je rappelle que lorsqu'on envoie un mandat d'arrêt, eux, ils oublient en fait. Ils ignorent ou bien ils se font des illusions. Parce que dans le passé, ils l'ont fait. Parce qu'ils sont allés à Abidjan prendre des personnes, des gens comme dans le dossier Pachang Asimbe, ils sont allés à Abidjan dans l'avion prendre des personnes. Et ils ont pensé que c'est comme ça se fait l'extradition. Non, l'extradition ne se fait pas comme ça. Ce n'est pas comme ça on exécute un mandat d'arrêt. Pour exécuter un mandat d'arrêt, il faut enclencher une procédure judiciaire. Et c'est à la suite de cette procédure judiciaire que l'État requis. C'est-à-dire que, par exemple, si moi je suis en France et l'État du Togo lance un mandat d'arrêt international contre moi, la France va engager une procédure contre moi. Et la France va analyser les faits pour lesquels l'État du Togo me poursuit. La France va analyser si au Togo on pratique la torture ou pas. S'il y a des éléments qui prouvent qu'au Togo il y a de la torture, ça suffit pour la France, pour la Belgique, pour le Canada, pour les États-Unis, pour l'Allemagne, pour le Sénégal, de dire au Togo, de dire tout simplement que nous ne pouvons pas exécuter votre mandat d'arrêt international, tout simplement parce que nous craignons que la personne, ou bien la personne contre laquelle vous dirigez votre mandat d'arrêt, nous craignons qu'une fois au Togo, il y a des risques sérieux que cette personne soit torturée. Et donc, le mandat d'arrêt ne sera pas exécuté. Donc, je viens de vous dire au moins 5 décisions dans lesquelles le Togo a été condamné pour acte de torture par la Cour de justice de la CEDEAO. Donc, il est clair qu'au Togo, on pratique de la torture. C'est depuis 2012. Le président de la CNDH, le président Kofi Kounté, qui était un juge, qui présidait la CNDH, il a fait un rapport dans lequel il a reconnu que des personnes détenues au niveau de l'Agence nationale de renseignement ont pratiqué sur ces personnes des actes de torture. Mais il est obligé de quitter le Togo pour être en exil. Donc, il y a des éléments aujourd'hui qui nous prouvent clairement que vous ne pouvez pas extrader quelqu'un vers un pays où on pratique de la torture. Et au Togo, l'État du Togo, le régime de Faure Gnassingbé a fait de la torture une manière de gouverner, un mode de gouvernance. Donc, il a érigé la torture en méthode de gouvernement. Et donc, on a tellement de décisions pour prouver qu'au Togo, il y a de la torture. On ne peut pas extrader vers un pays qui commet la torture sur ses habitants. Premier élément. Deuxième élément, vous ne pouvez pas extrader pour des motifs politiques. Lorsqu'une personne commet une infraction qui a des connotations politiques, vous ne pouvez pas extrader cette personne. Ce n'est pas possible. Et donc, oui, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Et donc, aujourd'hui, vous êtes dans l'exercice d'un droit politique. La liberté d'expression, la liberté de manifestation, la liberté pour le peuple togolais de connaître de l'alternance politique. Tout le monde sait que Faure Gnassingbé, c'est quelqu'un qui disait, c'est Abbas Kaboua qui disait que Faure Gnassingbé a capté le tabouret. Il a capté le tabouret après la mort de son papa en 2005. Ce que je dis est d'une gravité. Ce que je dis,
je repars sur un ton grave. Vous voyez quelqu'un qui est devenu président tout simplement parce que son père a été président. Faure Gnassingbé n'est jamais assis un jour pour rédiger un projet de société. Je ne sais pas s'il sait le faire. Donc, quelqu'un qui a capté le tabouret de son père, parce qu'il a pensé que le pouvoir est héréditaire après 38 ans de son papa. Lui, il en a fait 20 ans. Et après 20 ans, il modifie la constitution pour rester au pouvoir à vie. On élève la voix pour critiquer cette personne. Et ceux qui critiquent cette personne, ceux qui appellent à manifester, on dit qu'on va lancer des mandats d'arrêt internationaux contre ces personnes. Mais ils n'ont pas honte. Ils n'ont quand même pas honte. Et ce qui me, je dirais pas que ça me chagrine, mais ceux qui soutiennent cette initiative, c'est un certain ministre de la Sécurité, Madjoulba, qui au moins lui pouvait quand même dire à ses collègues, si eux ils sont encore dans l'ignorance, que mais ce que vous êtes en train de demander, ce n'est pas possible. Parce que le ministre Madjoulba, il a fait la France. Il a fait plus de 18 ans en tant qu'ambassadeur dans des États démocratiques, dans des pays développés. Et donc, lui, il sait quand même que on ne peut pas venir, on ne vient pas, comme ils vont en Côte d'Ivoire, à Abidjan pour prendre les gens là. On ne vient pas en France, on ne vient pas en Belgique, on ne va pas au Sénégal, on ne va pas aux États-Unis, on ne va pas en Allemagne pour prendre des gens comme ils ont l'habitude de le faire. Il pouvait quand même leur dire que, mes amis, quand vous lancez un mandat d'arrêt international, le mandat d'arrêt international doit être exécuté. Et on doit engager une procédure. On doit analyser les faits pour lesquels vous poursuivez. On doit analyser les infractions pour lesquelles vous poursuivez. On doit chercher à savoir si vous faites partie des conventions internationales ou pas. Et ce que je vous dis également, ce n'est pas moi qui le dis. Le Togo a signé la Convention des Nations Unies contre la criminalité transfrontière. Et l'article 16, alinéa 14, ou bien paragraphe 14, dit clairement ceci. Aucune disposition de la présente convention ne doit être interprétée comme faisant obligation à l'État partie requis d'extrader s'il a de sérieuses raisons de penser que la demande a été présentée au fin de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, en raison de sa race, en raison de sa religion, en raison de sa nationalité, de son origine ethnique ou de ses opinions politiques. Donc, si vous énumérez des faits qui retracent l'opinion politique des gens et vous demandez à un État d'extrader ces personnes sur la base de ces faits, opinion politique, jamais vous ne pouvez pas avoir l'exécution de votre mandat d'arrêt. Et donc, c'est sûr et c'est connu de tout le monde que le Togo fait partie de la Convention des Nations Unies contre la torture, qui refuse qu'on extrade une personne vers un État qui pratique de la torture. La question, le Togo pratique la torture sur ses citoyens, oui ou non? Le régime togolais torture la population, oui ou non? La réponse est oui. Le mandat d'arrêt ne peut pas être exécuté. Les faits qu'on essaie de nous reprocher, si ces faits sont établis, c'est-à-dire le fait d'appeler à des manifestations pacifiques, est-ce que c'est l'exercice d'un droit politique? La réponse est oui. Et donc, on ne peut pas exécuter un mandat d'arrêt en violation de la Convention des Nations Unies, tout simplement parce que c'est l'État du Togo qui a requis. Donc, tous ces éléments prouvent à suffire que les mandats d'arrêt dont ils ont parlé, fussent-ils des mandats d'arrêt internationaux, c'est juste pour faire l'effet d'annonce. C'est juste pour faire l'effet de la communication. Ces mandats d'arrêt ne traversent même pas les frontières. C'est entre eux, là-bas. Je vais vous donner un ou deux exemples. Le premier exemple, c'est une affaire que j'ai suivie contre Agbasso Bertin, paix à son âme. Agbasso Bertin était poursuivi au Togo et à un moment donné, il a quitté le Togo
et il vivait hors du Togo. Et un jour, il était de passage en Grèce. Et je crois que le gouvernement du Togo a appris qu'il est en Grèce et ils ont demandé son extradition. Ils ont requis le gouvernement et la justice grecque demandant d'extrader M. Agbasso Bertin. Et j'étais avocat de M. Agbasso Bertin. Agbasso Bertin avait un avocat aussi qui est en France, Maître William Bourdon. Maître William Bourdon m'a contacté pour me dire que c'est comme ça notre client a été arrêté en Grèce. Donc j'ai eu présent à l'esprit, parce que quand nous rendions visite à M. Agbasso Bertin, il était clairement dit qu'il avait été torturé. Et donc, nous avons fait effectivement preuve à l'appui, je dis bien preuve à l'appui, un rapport de la Ligue togolaise des droits de l'homme, et nous avons envoyé ce rapport à Maître William Bourdon, et Maître William Bourdon a produit ce rapport qui montrait que M. Agbasso Bertin avait été torturé, a produit ce rapport devant la justice grecque. Sur la base de ce rapport, qui prouvait effectivement que si M. Agbasso Bertin était transféré, extradé au Togo, il a la base de ce rapport, la justice grecque a refusé d'extrader M. Agbasso Bertin. Beaucoup d'autres exemples, donc, qui prouvent que, eh bien, l'extradition ou un mandat d'arrêt ne s'exécute pas comme ça, sans analyse approfondie des faits. Donc, au regard de toutes ces observations, j'ai cité 2 conventions. La première convention, c'est la convention du 10 décembre, qui interdit en son article 3, alinéa 1er, qu'on extrade une personne vers un pays où la torture est pratiquée. Deuxième élément, la convention des Nations Unies sur la criminalité transfrontalière, qui interdit qu'on extrade une personne sur la base de ses opinions politiques. Ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train d'émettre les opinions politiques. Et donc, vous êtes en train de critiquer la gouvernance de Faure Gnassingbé. C'est une opinion politique. Donc, sur la base de ces faits, vous ne pouvez faire l'objet d'exécution d'un mandat d'arrêt international. Tout simplement, je conclus par là. Vous avez vu comment ils ont lancé leur mandat d'arrêt internationaux. Vous avez vu. C'est après, nous avons tous appris entre-temps même, quand les personnes étaient repêchées de la lagune, des lagunes, ils ont dit non, que ces personnes sont décédées par noyade. Et c'est après, quand ils ont rencontré les diplomates, que les diplomates leur ont dit, écoutez, ce qui se passe, c'est quand même grave. Et tout de go, on a vu le procureur de la République, Mawama, qui était là, somnolent, au moment où les faits se sont produits. C'est lui qui court maintenant pour ouvrir une enquête contre les personnes contre X, pour faire la lumière sur les personnes qui sont décédées. Après, on voit le président de la CNDH, Maître Sambé, mon confrère, qui court remettre au président de la CNDH un rapport d'étape sur ce qui s'est passé les 6, 26, 27 et 28 juin. Donc, en fait, c'est pour dire que la justice n'est pas indépendante. La CNDH aussi, qui se dit une commission indépendante, ne l'est pas, pour 2 raisons. Parce que le procureur aurait pu ouvrir l'enquête depuis, mais c'est parce qu'il ne peut pas le faire, parce que c'est après avoir reçu l'injonction de sa hiérarchie qu'il se lève maintenant pour aller ouvrir une enquête. Ce qui voudrait dire que si la justice togolaise a lancé des mandats d'arrêt internationaux, c'est parce que cette justice a reçu des injonctions. C'est parce que cette justice a reçu des ordres. C'est pourquoi elle a lancé des mandats d'arrêt internationaux. Mieux, ce que nous avons vu le 6, ce que nous avons vu le 26, le 27 et le 28, eux, ils ne l'ont pas vu. Le procureur n'a pas vu les miliciens qui sont armés de fusils, qui se sont déplacés à bord de véhicules, qui sortaient de l'ancien siège du parti du RPT, qui est ici, je crois, quelque part à Foreva. Le procureur de la République n'a pas vu les miliciens. J'ai entendu le colonel Madjoulba, ou bien le ministre
le ministre de la Sécurité, Madjouba, ou le ministre, je crois, c'est Tchakpe ou bien Tchakpe, dire qu'ils n'ont pas vu de miliciens dans les rues de Lomé. Le moment vient, le moment sera, on documente tout ça. On documente tout ça. Le colonel Madjoulba, lui, c'est sûr qu'il a acquis la nationalité française parce qu'il a fait longtemps. On va documenter tout ça. Il sera de passage en France. La justice française va le traquer. Nous allons déposer plainte contre ces gens-là. Le ministre Tchakpe qui dit qu'il n'a jamais vu les miliciens. Nous avons les photos. Nous avons S'il vous plaît, maître, s'il vous plaît, maître, faut pas oublier de mettre le nom de Adourouvi dedans. Pardon. Exactement, Adourouvi. Adourouvi qui a été, je dirais, il a été avocat au barreau de Paris, quelqu'un qui sait comment les choses se passent. Aujourd'hui, ministre des droits de l'homme, mais c'est quand même ahurissant un peu ce qui se passe. Lui, il doit être français, donc c'est plus facile. Il doit être français, donc c'est plus facile. On le prend la première. Exactement. Donc, lui et le colonel Madjoulba, je pense qu'ils remplissent déjà toutes les conditions à ce que la justice française les écoute sur la question des miliciens. Parce que M. Madjoulba, ministre de la Sécurité, il est responsable de la sécurité. On ne peut pas déployer les miliciens dans la rue sans que le ministre Madjoulba ne soit au courant. Il est ministre de la Sécurité. À supposer qu'il n'ait pas été au courant avant le déploiement des miliciens. Après que les vidéos soient circulées, où on voit les miliciens armés de fusils, de gourdins, de cordelettes, en train de s'en prendre aux populations civiles. Après ça, il doit prendre des dispositions pour diligenter des enquêtes. Ne l'ayant pas fait, ça voudrait dire qu'il est complice. Nous allons déposer une plainte contre lui. Le ministre Adjoulouvi, ministre des droits de l'homme, de son État, avocat de son État, juriste, il sait comment ça se passe. Il sait que l'armée a le pouvoir régalien du maintien d'ordre. Il sait que jamais on ne peut pas déverser les miliciens pour s'en prendre aux civils. Si quelqu'un le fait, la personne commet une infraction. Il le sait. En tant que ministre des droits de l'homme, il est chargé de protéger la population civile. Et que quand des choses se passent comme ça, il doit attirer l'attention du garde des Sceaux, il doit attirer l'attention du gouvernement pour que des enquêtes soient menées. Ne l'ayant pas fait, avocat de son État, juriste, connaissant la règle de droit, nous allons déposer des plaintes contre lui. C'est au Togo là-bas qu'ils vont rester pour faire leur show. C'est au Togo là-bas qu'ils vont rester pour faire leur show. Et donc, je vais terminer en disant tout simplement que les mandats d'arrêt internationaux qu'ils ont lancés, c'est des effets d'annonce, ils sont dans la communication pour intimider, mais ils ne vont pas nous effrayer. Il ne faut pas nous effrayer. Nous sommes aujourd'hui organisés en collectif et tout ce qu'ils vont faire, nous allons le passer à la loupe. Et si vous recevez des informations, vous recevez un message ou un courrier vous informant que il y a vous êtes convoqué quelque part ou bien j'espère même que ça ne va même pas arriver. Mais à supposer que vous recevez un message comme ça, vous avez le contact de Maître Alexis Iou, vous avez mon contact, en tout cas vous avez le contact de tout le collectif d'avocats composé de Maître Abba Kwasigan, avocat au barreau de Toulouse, Maître Victor Lama, avocat au barreau de Carcassonne, Maître Abdeli, avocat au barreau de Toulouse, Maître Oblé, avocat au barreau de Paris, et Maître Alexis Aïssa, qui est avocat au barreau d'Alger, bientôt avocat au barreau de Paris. Et nous avons le soutien de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme. Nous avons le soutien de la Ligue des droits de l'homme. Nous avons le soutien d'Amnesty International. Nous avons le soutien de l'Organisation mondiale contre la torture. Et donc, nous sommes en train de faire un travail et ce travail va se faire. Faure Gnassingbé a réveillé ce qu'il a fait en 2005. Le dossier de 2005 a ressurgi. Nous avons le rapport des Nations Unies. C'est les Nations Unies qui ont documenté sur ce dossier. Nous allons reprendre ce dossier. Nous allons saisir les juridictions belges, les juridictions françaises sur le principe de la compétence universelle. Et si vous lisez bien le communiqué
conjoint de la Ligue française des droits de l'homme, si vous lisez le communiqué conjoint avec la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme et le collectif d'avocats, nous avons dit que ce n'est pas exclu que nous alertions le procureur de la CPI. C'est vrai, le Togo n'a pas fait la déclaration de reconnaissance de la compétence de la Cour pénale internationale, mais le procureur peut décider d'enquêter sur ce qui se passe au Togo. Il peut prendre la décision et décider d'enquêter sur ce qui se passe au Togo. Parce que ce qui se passe au Togo est grave. Je vais terminer par là. Quand nous avons des corps qui sont repêchés des lagunes, le gouvernement se précipite pour dire que des gens sont morts par noyade. Mais c'est faux. C'est faux. Il y a une vidéo que moi j'ai suivie, que j'ai interprétée. C'est le reportage fait par une journaliste de, je crois, TV5 Monde. Le monsieur a témoigné que son petit frère a été arrêté par les forces de sécurité au cours de, bon, sur les lieux, et ils l'ont mis dans sa voiture et ils ont commencé par le tabasser. Et ils l'ont amené au commissariat ou à la gendarmerie, à Antigua, de toutes les manières dans une cellule. Le lendemain, on retrouve l'enfant mort dans une lagune. On repêche le corps de l'enfant dans une lagune. Comment ça s'est passé? On arrête quelqu'un, on l'amène dans un commissariat et le lendemain, on trouve le corps dans une lagune. Mais comment ça s'est passé? L'information qui nous est parvenue, c'est que, mais effectivement, ils ont cette manière de torturer les gens dans les locaux du commissariat. Ils les torturent et quand mort s'ensuit, ils prennent ces gens-là pour aller les jeter dans, ils prennent les corps pour aller les jeter dans la lagune. C'est comme ça, c'est ça le mode opératoire. Mais ça, c'est grave. On ne peut pas se taire là-dessus. Et donc, moi, je crois que c'est des éléments que nous sommes en train de documenter. Et je termine en disant, leur mandat d'arrêt internationaux, c'est l'effet d'annonce. S'ils sont garçons là, ils n'ont qu'à commettre les avocats. Ils ont des avocats. L'État togolais a des avocats. Ils n'ont qu'à les commettre. Ils n'ont qu'à envoyer leur mandat. La procédure sera engagée soit à Bruxelles, à Paris, soit au Canada, soit au Sénégal. Nous irons, nous allons faire ce combat. Et puis, ils verront que, ben, effectivement, ils ont des gens qui sont intelligents, ils ont contraint en exil. Ils n'ont pas pour rien. Ce sont eux-mêmes qui ont délocalisé cette lutte. Ils ont restreint les espaces civiques. Ils ne veulent pas que quelqu'un déjà manifeste. Ils nous ont tous envoyés, ils nous ont tous renvoyés en exil. Nous allons mener cette lutte-là depuis l'exil pour que triomphe la liberté, pour que triomphe l'alternance au Togo. Je vais m'en arrêter là, certainement qu'il y aura des questions et on va apporter des réponses. Je vous remercie. Maître, pour rajouter, il y a eu même un qui a survécu, qu'on appelle Yannick 228. Ils l'ont attrapé à Décon. Il avait 540 000 dans sa poche. Quand ils l'ont attrapé, ils l'ont menotté. La vidéo, elle est là. Ce n'était même pas les milices, c'était des militaires, des policiers. Ils étaient 5. Ils l'ont menotté. Ils l'ont tabassé. Jusqu'à... Ils l'ont pris. Ils l'ont mis dans la voiture. Pour eux, il était déjà mort. Et ils sont allés le jeter dans la forêt, dans la brousse, à paumer. Parce que quand les villageois l'ont trouvé, moi j'ai toutes les preuves, ne vous inquiétez pas. J'ai toutes les preuves. Les villageois, quand ils l'ont trouvé, les photos, les vidéos, le chef du village, tout. J'ai tout. Mais j'ai gardé ça en secret. Voilà, pour eux spécialement. On en aura besoin. On en aura besoin. Ne t'inquiète, j'ai tout. Je n'ai pas publié ça, mais j'ai tout. Il y a les vidéos, quand ils les ont jetés, il y a tout. Dans la brousse là-bas, les gens qui l'ont trouvé, les photos et tout. Et ils l'ont cru mort. Donc ils l'ont jeté dans la brousse. Et quand les gens du village l'ont vu, ils ont pensé que c'est un voleur. Peut-être qu'on a arrêté, puis qu'on a frappé. Alors qu'il n'y avait il n'y a pas eu de manifestation à Pomé là-bas. Tu vois? Donc pour eux, c'était un voleur. Mais c'est après qu'ils ont vu que non, le gars, il n'est pas mort. Mais sauf que Abikeo et Tadine Kudo et Tinekea et Movio Kudo Adide Vio 2, mais parce que c'est normal. Et on les tourne au Kutoa, on se va dans le Béméa. Yo no Funkaka et nous Kesa, mais Kadu Bakea. Gars, et la vie de là-bas, le gars là, je vous dis que à Mewan Tiagbe,
Kaka va témoigner, nous que les gens, nous qu'on voit. Yémounier les cas. Mi doit me si va me tonner. Que yo tout nous coudoa. Que yo témoignage d'arrêt caméra mi mettre en sécurité. Si nous, les simples citoyens lambda, nous sommes au courant des barbares qui sont en train de faire là-bas au Togo, c'est pas le ministre Talis Matulba qui va nous dire que il fait exprès. Toi-même, ton grand frère, oh oui, il est bureau, mais on sauve mené. Amérique, clairement, comme par hasard, tu es allé, on t'a récompensé avec le ministre de la Sécurité. Alors que toi-même, tu as vécu ici en France. Tu connais ce qui est droit de l'homme. Tu sais ce qui est social. Tu sais comment on prend soin. Tu sais ce qu'on appelle les hôpitaux. Toi, à Dourouvi aussi, tu as été maire adjoint dans ma ville. Evry Koukouron. Hein? Tu as profité du social d'ici pendant tes études. Tu as galéré ici. Nous, on était petits, mais on te connaissait. On te voyait, on entendait. On connaît des gens qui te connaissent. On sait qu'on connaît ton passé. Tu es un bon parleur. C'est pour ça que Fonya Singbe t'a pris à côté. On connaît ton histoire ici en France, frérot. Mais toi-même, tu as vécu ici, tu as profité de tout ça. Tu vas dans ton propre pays. Et en plus, tu es ministre des droits de l'homme. Et tu viens faire des vidéos avec ta tête là, on dirait ventilateur là. Tu nous dis des conneries. Vous voyez, ça veut dire que, né à Mogbenya, on les voté les filles. Mais c'est le même comportement que beaucoup de citoyens togolais ont ici. Quand ils sont en Europe ici, ils font des travaux ici, ils gagnent leur argent. Et quand on veut faire un combat, ils disent que non, le Togo, ça va bien. Mais quand tu leur dis le boulot que vous faites ici, il y a ça aussi au Togo, allez faire ça là-bas, ils ne veulent pas. Ils restent ici juste pour aller en vacances. Quand ils arrivent à l'aéroport, on les met dans un truc de VIP. Ouais, Améok Bova, Kouton, je connais le capitaine, le général. Tu sais, les gens, il y a beaucoup de citoyens togolais qui aiment profiter en fait comment on appelle, de l'innocence, ou bien non, c'est pas l'innocence, c'est l'ignorance des Togolais. Il y a beaucoup qui aiment ça. Ils ne sont pas éduqués, on peut profiter d'eux, on peut le faire travailler pendant toute la journée, on lui donne 1000 francs, il va rien dire. C'est ça que Fonya Singbe aime. Fonya Singbe veut que des moutons, il veut avoir des Togolais moutons pour pouvoir bien gouverner. Vu qu'il est tombé sur les gars, les lions comme nous, donc du coup, automatiquement, nous sommes des terreaux pour lui. Vous voyez. Maintenant, j'ai une question pour vous mettre même avant-hier aussi, je vous ai parlé du cas de monsieur Odako qui est au Sénégal. Et tu m'as rassuré que, en aucun cas, parce que vous avez cité les noms de l'Europe et vous avez mis quand même le Sénégal dedans. C'est ce qui veut dire que vous vous rappelez de ça. Donc, vous m'avez dit, en aucun cas, on peut les saluer du Sénégal. C'est pas possible. Donc, j'aimerais que vous parlez un peu du cas du Sénégal, s'il vous plaît. D'accord, confrère Alexis, vous voulez aller ou je peux commencer Non, vas-y. De toute façon, on sait très bien que le Sénégal ne pourra jamais l'extrader, ça c'est sûr. C'est ça. Alors, pour commencer, je crois que on verra au niveau du collectif si on ne va pas, dès la semaine prochaine, envoyer un courrier aux autorités sénégalaises par voie diplomatique. On va écrire un courrier que nous allons amener en main propre à l'ambassade du Sénégal en France. Nous allons tendre le courrier. On peut envoyer à des gens sur place là-bas. Ils vont envoyer aussi, qui vont aller déposer à la présidente de la République, à la primature, au garde des Sceaux. Mon confrère bloqué. Oui, alors, je prends les autorités pour attirer leur attention sur les élucubrations du gouvernement togolais à travers la voix du ministre Madjoulba, de Adjourouvi et de Tiapé, qui aujourd'hui sont ce qu'on met devant. Ils n'ont qu'à aller poser la question à certaines personnes qui ont été plus zélées qu'eux. Plus zélées qu'eux. Je dis bien plus zélé que. Je vais vous donner un seul exemple. Ceux qui ont mis Foire Gnassingbé au pouvoir en 2005, si certains sont vivants, ils n'ont qu'à aller leur poser la question. Moi, j'ai défendu le colonel, le général Hassani Tigani.
J'ai défendu Hassani Tidjani. Et chaque fois quand j'allais chez Hassani Tidjani, paix à son âme, il me posait une question. Il dit, mais Maître Adjaré, mais Ford va vraiment nous juger? Il me posait cette question. Il dit, Ford va vraiment nous juger? Avec ce qu'on lui a fait en 2005, il va vraiment nous juger? C'est nous qui l'avons porté là où il est. Il va nous juger? Donc, avis au colonel, au ministre Madjoulba, avis au ministre Adjourouvi, avis au ministre Tiakpe, qui sont aujourd'hui les plus zélés. Et, ils n'ont qu'à demander, c'est vrai qu'aujourd'hui, le ministre Pascal Bodiona est retourné. Il n'a qu'à demander. Il y en a plus zélés qu'eux. Ils ont été abîmés par la dictature. Kadanga. Donc, ils n'ont qu'à continuer. Voilà, le général Abalo Katanga, qui est sorti et qui a tiré sur un jeune. On a le film, on a la vidéo. Il se trouve où aujourd'hui? La dictature n'a pas d'amis. La dictature, là, la dictature n'a pas d'amis. Le jour qu'il n'aura pas besoin de vous, ou bien il peut avoir même seulement des rumeurs autour de vous, là, il va vous abîmer. Donc, ils n'ont qu'à être là en train de défendre une dictature. Les ministres Kokoroko, les ministres Trimois, qui ont fait des études en France, dans les universités à Poitiers, ils retournent au Togo pour mettre leur connaissance au service de la dictature. On les interpelle, ils refusent d'écouter le peuple. Ils n'ont qu'à être là. S'ils ne libèrent pas, ils ne contribuent pas à la libération de ce peuple va se libérer de lui-même. Et on va voir ce qui va se passer. Ok. Maître, j'ai une question, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ouais, j'ai une question par rapport à ces ministres mafieux qui viennent souvent en France. Certains ont la nationalité française et beaucoup d'entre eux ont le passeport diplomatique. Est-ce qu'ils peuvent être interpellés en arrivant sur le sol français? Ça dépend. Si c'est pour des questions de crime, oui. La question question diplomatique ne couvre pas les crimes. Hein. D'accord. Ça ne couvre pas les crimes. Les délits, oui, on peut passer, mais un crime, non. Donc, ce qu'ils font au Togo, ce qu'ils cautionnent au Togo, c'est considéré comme... oui, bah, vous savez, alors, je vais vous dire, il y a certains pays comme la France, comme les États-Unis, vous-même, vous regardez très bien, hein, vous pouvez vous vêtir de n'importe quel habit quand vous venez d'Afrique, ils s'en foutent parfois. Ils s'en foutent royalement. Vous pouvez dire, vous avez vu ce qu'on a fait une fois à la ministre des Affaires étrangères de Centrafrique, à Ouassi, on l'a fouillé, passeport diplomatique, avec tout, mais les Français ont dit, on n'a rien à cirer. On l'a fouillé de faute en comble. Elle a fait un scandale, ça s'est terminé. Donc, ne vous inquiétez pas. Lorsque vous avez affaire aux Européens, chez eux, il y a des limites. Surtout quand il s'agit des nôtres. Ils savent très bien comment les nôtres fonctionnent chez nous. Tout le monde sait que le Togo n'est pas un pays démocratique. Tout le monde sait qu'au Togo, c'est la dictature. Tout le monde sait qu'au Togo, c'est la terreur, c'est la violence permanente et que c'est des crimes qui sont commis tous les ans. Donc, quelqu'un qui va arriver, un Togolais qui va arriver ici à brandir son passeport diplomatique, je vous jure que les Français vont lui dire, OK, vous avez un passeport diplomatique, OK, mais c'est bon, c'est votre passeport diplomatique, c'est valable jusqu'à la frontière aujourd'hui, là, vous avez commis un crime, vous allez répondre. Parce qu'un juge a demandé que vous allez répondre. Non, c'est comme ça, eux-mêmes ils le savent. Ils ne viendront pas en France sans être assurés qu'il n'y a pas une convocation qui pend sur la tête. Parce que si effectivement il y a une convocation, et c'est ce que nous on va faire, de toute façon quand on va lancer la procédure, il y aura des convocations qui vont pas sur leur tête. Peut-être qu'ils ne vont pas exécuter, quand on va faire une commission rogatoire, ils ne vont pas l'exécuter à Lomé parce qu'ils sont chez eux, mais quand ils viendront ici, et nombreux sont ceux qui ont des biens ici, vous savez, tous nos ministres, quasiment tous, ils ont acheté des appartements ou des maisons en France. Nous, on sait. Moi, j'en connais un certain nombre. Parce qu'il y a un certain nombre de choses que moi j'ai découvert dans le dossier Bolloré, je le dis toujours, un dossier que je suis par ailleurs avec mon confrère qui s'est joint récemment à moi. Mais si vous voyez ce qu'il y a dedans, vous allez vomir. Parce qu'on te dit, mais notre pays est complètement à la merci de tout. Donc c'est pour cela que même si les gars, ce qu'ils font aujourd'hui, rien ne les couvre. C'est des crimes. Ils commettent des crimes. Donc il n'y a pas de couverture. Et la convention internationale que vient de citer mon confrère, prime surtout. Donc voilà.
Donc, n'ayez crainte. De toute façon, ces gens-là ils vont tomber. Ministres ou pas, ils vont tomber. Il y a peut-être qu'il n'y a que Fort pour le moment qui peut encore échapper parce que d'ailleurs, sa nouvelle stature de je ne sais pas quoi, de président du conseil, là, les gens ont du mal à le reconnaître à l'international. On n'arrive pas à le prendre comme tel. Donc, à partir du moment où les gens ont des doutes déjà sur toi-même, ta qualité, je vous assure que il n'est pas exclu. Il n'est pas exclu que lui-même soit inquiété un jour à un endroit, que ce soit en France, peut-être pas parce que les Français, pour le moment, lui font encore allégeance, mais les États-Unis ou dans certains pays, ce n'est pas exclu. Donc, c'est des gens qui sont sur le fil. Et ça, ils le savent qu'ils sont sur le fil. Ils sont raides sur le fil. Mais nous, on va les enfoncer. Maître Alex, est-ce que vous pensez qu'il est encore soutenu par la France Fort Gnassingbé? Oui, et le Togo, en fait, l'armée togolaise, tout ça. Oui. Alors, il n'a pas. En fait, la France soutenue, c'est quelque chose. Ils l'ont pas lâché, je veux dire. Ils l'ont pas lâché. Parce que moi, je connais très bien mon pays, la France. S'ils lâchent quelqu'un, vous voyez par exemple Déby, le fils Déby au Tchad, ils l'ont lâché, celui-là. Ils l'ont lâché totalement. Mais lui, ils l'ont pas lâché. Pourquoi? Parce que il sert encore il sert voilà, c'est le mauvais bougre. Hein. Ce type-là, c'est le mauvais bougre. C'est-à-dire qu'on se sert de lui encore parce qu'on a besoin de lui pour un certain temps. Les Occidentaux voulant encercler l'AES et faire un certain nombre de choses, ils ont encore besoin de certains points d'appui, dont chez lui. C'est pour cela qu'il le laisse totalement. La France peut soutenir un gars comme Faure Gnassingbé ou bien ne pas le lâcher dans tout ce qu'il fait? C'est ça que je ne comprends pas aussi dans la politique de Macron, en fait. Malheureusement, c'est ça. Au fait, ce n'est pas les Français. C'est le système, c'est les politiques français qui le font. Vous avez écouté la réponse du ministre des Affaires étrangères de la France quand le député LFI lui a posé la question sur le Togo. Il a dit une phrase qui est caractéristique de la France. Il a dit qu'ils ont pris acte du changement de la constitution au Togo. Il n'a pas dit ça, nous avons appris avec amertume et nous condamnons le fait qu'il y ait eu changement. Non, il dit on a pris acte de cela. Ça veut dire qu'ils sont eux-mêmes, ils sont dedans. Ils sont d'accord que ça se passe comme ça. La France, c'est ça. La France, c'est un pays, c'est faux cul, hein, c'est un pays de faux cul. Ça, il faut le savoir. Je dis, ça fait 40 ans que je vis avec ces gens-là. Ces gens-là sont faux cul. Par contre, ce qui va arriver, c'est que si on prend notre courage à deux mains et qu'ils sentent que ça va vaciller, ils vont le chasser, ils vont nous aider à le chasser. Parce qu'ils ont envie, dans ce cas-là, de ne pas perdre la face et de vouloir se rabibocher au peuple et trouver quelqu'un dans le peuple pour le remplacer. Mais nous, on ne va pas jouer à ça. Pas du tout. On ne va pas jouer à ça. On va chasser Faure et c'est nous qui allons voir qui va être à la place de Faure. Pas eux. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas lâché. Moi, je vous le garantis, ils n'ont pas lâché. Mais c'est vraiment malheureux. Il y a encore les militaires, les conseillers français, tout ça, hein, qui font des allers-retours entre l'ambassade et l'Omé 2 hein, chez Faure. Hein. Ils sont là. Et vous comprenez pourquoi le peuple et la jeunesse africaine aujourd'hui se révoltent contre la France. Oui. Alors que c'est le gouvernement français qui fout la merde avec les dictateurs là-bas. Un truc qui est aussi simple à régler. Mais couper le pont avec les dictateurs. Si vous voyez les Africains, la jeunesse africaine se lève pour aller prendre la mer, risquer leur vie pour venir ici. Et même des fois, ils arrivent ici, ils n'ont même pas de papier. Qui galèrent, mais préfèrent galérer, mourir ici que de vivre chez eux. Mais c'est à cause de cette politique où la France, le gouvernement français, collabore avec les dictateurs qui ne font rien pour le pays. Oui. Moi-même qui suis ici en France aujourd'hui, si mon pays, le Togo, allait bien, qu'est-ce que je vais venir faire ici? C'est beaucoup plus profond que ça. C'est malheureux. Tout ça, ça me donne la colère.
Oui. Je comprends pas. Voilà. Non, Moi, on comprend, je parce que, pense- en fait, on va se focaliser. Moi, je pense on va se focaliser un peu sur nos points, en tout oui, état de cause. Moi, ce que je dis. Aujourd'hui, nous avons vu entre-temps le front, comment l'appelle-t-on, le parti de, je crois, l'extrême droite, qui a, qui a critiqué la politique de deux poids, deux mesures de Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il est allé installer Idriss Déby au Tchad, le fils de Déby au Tchad, au moment où il critiquait le coup d'État au Mali, au Niger et puis au Burkina Faso. Bon, moi je crois qu'aujourd'hui, ce qui se passe au Togo est su par le peuple français. Nous avons eu le soutien de la France insoumise. Et la dernière fois, lorsque le député Aurélien Taché a interpellé le ministre des Affaires, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, il lui a posé la question. Mais est-ce que la coopération militaire permet à la France, aux généraux français, d'aller former les tortionnaires au Togo pour torturer la population? Il lui a posé la question avant de lui demander, avant que le communiqué a demandé clairement de rompre la coopération militaire avec. Voilà. Nous avons le soutien, je crois qu'il y a eu un message aujourd'hui du Parti communiste français. Nous avons aussi, voilà, nous avons eu aussi le communiqué du Parti socialiste. Et donc tout ça montre que, ben, quelque part, le peuple français prend fait et cause pour le Togo, quelle que soit effectivement la politique que mène Emmanuel Macron. Je vais terminer en disant. Le peuple français a toujours été avec nous. Le peuple français, oui, a été toujours avec nous. Il y a un noyau exactement autour de Macron. Et avant Macron, Sarkozy. Et avant Sarkozy, l'autre chose, il y a un noyau qui est l'ancien noyau de Foucault, qui existe toujours, ce noyau-là. Il est composé de beaucoup de gens qui sont corses. Regardez très bien dans nos pays, ces gens-là sont là. Ils ont fait des investissements dans nos pays. Et c'est eux qui protègent. Ce n'est pas la France. Ce n'est pas la France profonde. Ce n'est pas le français profond. Ce n'est pas tous les partis politiques. Au contraire. Je te coupe pas. Je te coupe pas. Ma conclusion, c'est ceci. Je voudrais conclure sur cette page. Moi, je pense qu'on conclut en disant ceci. Au Burkina Faso, la France était derrière Blaise Compaoré jusqu'au jour même où il a chuté. La France était derrière Blaise Compaoré jusqu'à ce qu'il ne chute. Donc, il appartient au peuple togolais de prendre son destin en main. C'est ce que je viens de dire. Et donc, pour ça, il appartient au peuple togolais, comme Alexis l'a dit, restons mobilisés. Mais quand le rapport de force sera créé, eh bien, ceux qui sont un pied dedans, un pied dehors, ceux qui font leur politique de deux poids, deux mesures, ils seront maintenant de quelqu'un. Quelqu'un choisir. Et on verra. Voilà, exactement. Alors, quand j'ai évoqué le cas burkinabé, je voudrais revenir sur cette question du mandat d'arrêt international. Vous savez que le Burkina Faso, les autorités burkinabées ont lancé un mandat d'arrêt contre le petit frère du président Blaise Compaoré. Non, pas d'Amiba. Je parle de François Compaoré. Oui. Le gouvernement burkinabé a lancé un mandat d'arrêt contre François Compaoré. Nous savons tous les crimes que François Compaoré a commis au Burkina Faso. Mais aujourd'hui, l'État français refuse d'extrader François Compaoré. Parce que la procédure, elle a fini devant les tribunaux. Le tribunal est allé devant la Cour de cassation. Nous sommes aujourd'hui devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc, ce n'est pas si facile que ça. Donc, si le gouvernement français, la justice française, je dis bien la justice française, refuse d'extrader un criminel comme François
François Compaoré, Oui. mais ce n'est pas d'honnêtes citoyens comme vous qui vous battez pour la libération d'un Bien pays sûr. qu'on viendra Bien sûr. estrader Bien sûr. entre les mains d'une dictature pour vous soumettre à des tortures. Voilà un peu ce que je voudrais dire. Ok, merci beaucoup. Ok, peut-être que Romo ou Kodou Toguin, d'accord, vous n'avez pas de questions? Non, moi je n'ai pas de questions à poser, mais je voulais dire au ministre Madouba, est-ce que vous avez les oreilles bouchées ou ce soir c'est ouvert pour vous? C'est juste une question, hein, monsieur le ministre Taré. Est-ce que ce soir, quand même, voyant les grands frères qui ont la maîtrise, n'est-ce pas, des documents que vous ne maîtrisez pas, ou vous maîtrisez, vous feintez, on ne sait pas, l'inhumain que vous êtes, les cannibales de réseau que vous êtes, ce soir, quand même, les grands frères que vous voyez ici, là, vous voyez les gens qui méritent votre poste 2 fois que vous. Est-ce que c'est rentré dans vos oreilles ou vous avez encore le couille de s'asseoir au bureau et se présenter en tant que ministre encore? Vous faites la honte de tout un peuple. C'est ce que je voulais vous l'envoyer. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Mais si je rebondis, M. Zaga, permettez, si je voudrais rebondir un peu sur ce que le camarade Roméo a dit. En fait, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont? C'est quand ils ont le pouvoir de la répression, c'est-à-dire qu'ils ont le pouvoir de la répression entre leurs mains, ils se croient tout permis en fait. Ils se croient tout permis. Parce que Madjoulba, il est ministre de la Sécurité, il a donc l'armée, quelque part l'armée sous ses ordres. À Djourouvi, il a les forces de sécurité autour de sa maison. Quand il se déplace avec les forces de sécurité. La même chose que Tiakpé. Donc, ils ont le pouvoir de la répression. Mais c'est des gens, moi j'ai déjà expérimenté des gens comme eux. J'ai déjà expérimenté des gens comme eux. Je voudrais donner l'exemple du général Tidjani. Lorsque la dictature l'a capté, lorsque la dictature l'a capturé, mais il est devenu un simple citoyen comme nous. Un simple citoyen comme nous. Je donne aussi l'exemple du ministre Bodjona. Lorsqu'il a été capturé par la dictature qu'il a servi, qu'il a contribué à construire, mais moi, je sais là où la prison civile de Tchévier était la prison la plus surpeuplée du Togo. Je connais la cellule dans laquelle le ministre Bodjona a été enfermé. Je connais. Donc, c'est des gens que quand le pouvoir de la répression leur échappe, en fait, ils deviennent rien. Ils deviennent rien. C'est quand ils ont le pouvoir de la répression entre leurs mains qu'ils pensent être les gros boss. Non, mais vous savez, le temps est le maître. Seul le temps est le maître. Mais ce qui est surprenant, c'est que les gens comme Boudona reviennent. D'ici la fin de l'année, exactement, d'ici la fin de l'année, on se donne rendez-vous et puis on verra ce que ces gens-là vont devenir. Est-ce que vous pouvez bondir un peu sur le point que le gouvernement ne donne pas d'autorisation à la population de se manifester? Non. C'est pas... Je sais pas, est-ce que vous pouvez un peu nous décortiquer ce point-là, s'il vous plaît? On l'a dit et redit. Hein. Bon, vas-y. Parce qu'il n'y a pas d'autorisation à demander à qui? Je viens de vous dire d'ailleurs qu'il n'y a pas de gouvernement au Togo. Parce que depuis que ce monsieur a été installé, il n'a pas formé de gouvernement. Et je vous dis qu'il ne peut pas former de gouvernement parce qu'il n'est pas, ce n'est pas prévu dans sa nouvelle constitution qui nomme les ministres. Ce n'est pas prévu. Et on va lui demander une autorisation pour quoi faire? Nous sommes dans un cas quasi révolutionnaire. On n'a pas demandé. Alors, vous savez, là, dans un pays, la seule personne qui a la souveraineté, c'est le peuple. C'est le peuple. Donc, c'est le peuple qui décide du jour au lendemain en disant, bon, moi, j'en ai fini avec toi. Mais si pour le faire, il n'a pas besoin de ton autorisation. Hein. Quand on a fait la révolution en 1789 en France, personne ne demande pas, on n'a pas demandé l'autorisation au roi. Hein.
On est parti, on l'a pris, on lui a coupé la tête. Bon, je dis pas qu'on veut ça au Togo, mais c'est ça. C'est le peuple qui décide. Quand le peuple décide massivement de dire, moi je ne veux plus ça, moi je ne veux plus ça, mais il n'y a pas de, il y a pas. Qui est-ce qui les a installés après, bon, à part maintenant qu'ils ont fraudé surtout, mais qui est-ce qui les installe? C'est le peuple. Le siège le siège du président de la République appartient au peuple. Ça n'appartient à personne d'autre qu'au peuple. C'est le peuple qui décide qui il met là. Donc, si le peuple n'est plus content et qu'il veut te virer, il ne va pas te demander l'autorisation. Hein. Et c'est le cas. Il faut se le dire que c'est comme ça. C'est nous qui les avons mis là. Et si on ne veut plus de vous, eh mais on vous le dit, on n'a pas besoin de venir vous demander l'autorisation, de dire est-ce que vous pouvez accepter qu'on vous... Ça n'existe pas, les gars. Oh, d'accord, je l'ai pas vu. Puisque c'est le français, c'est ce français toxique qui dit souvent que la manifestation n'est pas légale. Que la manifestation... Alors, ça c'est toujours leur langage. Alors, s'ils sont capables de dire ça, de dire, mais il faut qu'on soit dans la légalité, il faut qu'eux-mêmes respectent déjà leur propre loi qu'ils ont mis en place. Oh, ils ne respectent rien. Celui qui ne respecte rien vient vous dire, mais il faut respecter les lois. Mais c'est comme vous dites à un enfant, allez, ça, il faut pas faire ça. Et vous êtes le premier à faire ce qui vous lui interdisez. Il va vous dire, mais c'est ce que le taré Gilbert Bawara était venu dire à la chaîne la fois dernière, que les manifestations ne sont pas autorisées par le gouvernement, dont la population n'a pas le droit de se manifester en fait. Ouais, là, le jour où ce monsieur saura reconnaître sa main gauche de sa main droite, lui au moins on peut parler. Merci. En fait, ce que moi je voudrais répondre à cette question, si vous permettez, moi je voudrais dire une seule chose. Aujourd'hui, M. Faure Gnassingbé et son gouvernement se sont rendus coupables d'un crime imprescriptible. D'un crime imprescriptible. Parce que l'article 150 de notre Constitution, la Constitution du 14 octobre 1992, dit que lorsque, comme modifie la Constitution, comme ils l'ont fait, cela constitue un crime. Ce qu'on appelle un crime imprescriptible, un renversement de régime constitutionnel. C'est un renversement de régime constitutionnel. Parce que l'Assemblée nationale qui a modifié la Constitution était déjà en fin de mandat. Donc l'Assemblée nationale n'avait pas le mandat pour modifier la Constitution. Ça, c'est un. De deux, si on veut modifier la Constitution du 14 octobre, disait à son article 59, alinéa 2, que pour modifier le mode d'élection du président de la République, il faut le faire par voie référendaire. Il faut aller au référendum. Mais eux, ils ne sont pas allés au référendum. Donc, ils ont violé la Constitution. C'est un coup de force. Et donc, c'est un renversement du régime constitutionnel. L'article 150 dit que lorsque vous renversez le régime constitutionnel, vous vous rendez coupable d'un crime imprescriptible. Donc, Faure Gnassingbé et son gouvernement, les membres de l'Assemblée nationale qui ont fait ce qu'ils ont fait, se sont rendus coupables d'un crime imprescriptible. Maintenant, qu'est-ce que l'alinéa 2 de cet article dit? L'alinéa 2 de cet article dit, en cas de coup d'État ou de coup de force, pour tout Togolais, désobéir, excusez-moi, désobéir, pour tout Togolais, désobéir et s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime constitue le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs. Désobéir et s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime constitue le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si vous vous organisez aujourd'hui, ou bien le Togo, le peuple togolais, la population s'organise aujourd'hui pour aller manifester, ils vont aller demander la permission à une autorité illégitime. Voilà. Parce qu'en réalité, Faure Gnassingbé et son gouvernement sont aujourd'hui illégitimes.
parce qu'ils se sont rendus coupables d'un crime imprescriptible. Donc, nous avons l'impérieux devoir, l'obligation de nous organiser pour mettre fin à ce coup de force. Et c'est le plus sacré de nos droits et le plus impératif de nos devoirs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller demander, faire une autorisation préalable, une déclaration devant des autorités illégitimes pour aller manifester. Ce n'est pas possible, ça ne s'entend nulle part. Eux-mêmes, comme l'a dit Maître Alexis, ils ont établi une constitution qu'ils n'ont pas pu respecter. Ils n'ont pas pu respecter la constitution qu'ils ont établie, qu'ils ont violée. Faure Gnassingbé est venu au pouvoir en 2005 avec un coup d'État. C'est le coup d'État de 2005 qui a permis à Faure Gnassingbé de s'installer au pouvoir. Et il continue. En s'installant au pouvoir, il a fait 500 morts. Moi, je ne peux pas comprendre aujourd'hui, et c'est là que je m'irrite contre la communauté internationale. On ne peut pas comprendre que quelqu'un qui est venu au pouvoir avec 500 morts reste au pouvoir pendant 20 ans, et après 20 ans, il modifie la constitution pour s'octroyer un pouvoir à vie. Et la communauté internationale ne dit rien. La CEDEAO ne dit rien. L'Union africaine ne dit rien. Mais maintenant, quand il y aura un coup d'État militaire quelque part, l'Union africaine, la CEDEAO vont dire qu'il faut rétablir l'ordre constitutionnel. Mais ça s'entend où là? Il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit vraiment sérieux. Donc, en résumé, en conclusion, on ne peut pas aller demander la permission à une autorité illégitime, coupable d'un coup d'État constitutionnel, d'un coup d'État imprescriptible. On ne peut pas lui demander la permission pour manifester. Et là, en le faisant, la désobéissance pour manifester, c'est le plus sacré de nos droits et le plus impératif de nos devoirs. C'est-à-dire que nous avons l'obligation de le faire. Ce n'est pas une faveur, c'est une obligation que nous avons pour faire arrêter le coup d'État constitutionnel. Voilà un peu ce que je voudrais dire. Ok, merci beaucoup. Sur ce point, je crois qu'on en avait discuté déjà dès les premiers mois où il a commencé par faire ces changements-là. On est passé à la nouvelle chaîne chez M. Togbé, où nous avons discuté longuement de cette violation du droit constitutionnel, de notre droit fondamental, de notre constitution qui a été, parce qu'il ne s'agissait pas d'une modification, c'était un changement de constitution. Ils ont changé de constitution, ils ont changé de république avec des gens totalement illégitimes qui n'avaient aucun pouvoir, aucun droit de le faire. En plus, il y a des dispositions qui interdisent même, il y a des l'article 6.1 de l'additif comment l'appelle-t-on, de la CEDEAO, le truc additionnel de la CEDEAO, qui interdit de faire des changements 6 mois avant les élections. Eux, ils l'ont fait à 2 mois après ou à 4 mois avant. Et ça, la CEDEAO ne dit rien. C'est là où vous voyez très bien que la situation du Togo est très particulière et que nous ne pouvons compter sur personne d'autre que nous-mêmes. Personne. C'est ce que nous sommes en train de faire. Ni la CEDEAO, ni l'UA, ni l'ONU, ni la France, ni personne. Regarde, il y a le système de l'Union européenne à Lomé, où les gens de l'Union européenne à Lomé ne peuvent pas dire qu'ils ne voient pas ce qui se passe. Ils ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas vu qu'il y a un changement de constitution qui était totalement illégal. Mais les gars, ils ne disent rien. Donc, sachez que qui ne dit rien consent. Donc, nous, on s'est dit, on va se battre nous-mêmes jusqu'à la fin. Et quand les choses changeront, on verra comment on va faire nos choix par la suite. Nos alliés, prochains alliés, c'est nous qui allons les choisir. Parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui nous imposent les alliances. Mais demain, c'est nous qui allons choisir nos alliés. Et ça, il faut pas. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on baisse les bras là-dessus. Merci beaucoup. Gilbert Bawara. Moi, ce que je voudrais peut-être... Gilbert Bawara, tu as attendu, monsieur Gilbert Bawara, tu as attendu l'interview que tu as fait au TV5 Monde. Gilbert Bawara, c'est ça. Je crois que ces messages vont essayer de te fermer la bouche. On ne sait pas quand tu ris, quand tu es simple, on ne sait pas. En tout cas, ces messages vont te guérir. Merci, mes grands frères. Donc, Picasso. Aujourd'hui, moi, je pense le combat que nous menons, ce combat, nous le tirons de l'article 150 de la Constitution. Le combat, le siège de notre combat, le fondement de notre combat, c'est l'article 150 de la Constitution. Nous viendrons ici pour défendre ces mandats internationaux. Nous allons faire une première querelle, une première bataille
sur leur légitimité à lancer les mandats internationaux contre vous. Cette bataille-là, on va la faire avant même d'aller au fond. On les attend de pied ferme. Ils n'ont qu'à venir, on les attend. S'il vous plaît. Ok, Picasso, tu poses une dernière question, après on laisse partir les maîtres. Oui, je voulais poser une question. Si par exemple, je décide d'aller dans un pays comme le Gabon ou le Cameroun, est-ce que le Togo pourra m'extrader? Effectivement, je vais répondre à la question et puis mon confrère, voilà, excuse-moi. Effectivement, il y a des pays dans lesquels il faut peut-être éviter d'aller. Ça, il faut qu'on soit peut-être sincère. Parce que avec ces pays, c'est des pays aussi qui ne sont pas trop démocratiques et dans lesquels ils peuvent faire ce qu'on appelle une remise de police à police. C'est-à-dire que par exemple, la police gabonaise met la main sur une personne contre laquelle il y a eu un mandat d'arrêt international, eh bien, il n'y a aucune procédure judiciaire. On ne vérifie même pas pour voir est-ce qu'au Togo il y a la torture. Il ne vérifie même pas pour voir est-ce que vous êtes recherché pour des questions de punition. Mais tout simplement, puisqu'il y a une coopération bilatérale entre eux, ils se font des allégeances parce qu'ils sont tous un syndicat de chefs d'État, eh bien, ils font une procédure de police à police et effectivement, la police togolaise peut venir vous chercher sans faire une procédure. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi il faut éviter d'aller dans certains pays qui ne sont pas des pays démocratiques. Il faut éviter. Congo, pareil. Il faut éviter Congo, voilà, le Congo, c'est... Au Congo, Fort Gnassingbé, c'est chez lui. Fort Gnassingbé, il va au Congo comme chez Denis Sassou Nguesso, comme dans sa maison. Et si j'ai la nationalité gabonaise, par exemple? Même si vous avez la nationalité gabonaise, Donc, même si vous avez la nationalité gabonaise, c'est pas prudent. C'est pas prudent parce que normalement, le droit international interdit l'extradition des nationaux. C'est-à-dire, si moi je suis gabonais ou bien si je suis togolais ou si je suis français, si on veut me juger, si le Togo vient demander au Gabon, je veux que vous m'envoyiez telle personne, dès lors que tu as la nationalité gabonaise, normalement le Gabon ne doit pas t'extrader. Jamais. Mais on ne sait jamais parce que ce n'est pas des pays démocratiques. Vous voyez? Ce n'est pas des pays démocratiques. C'est des pays amis qui font leur amitié au détriment des peuples, au détriment des droits humains, au détriment même de la dignité des conventions internationales. Ils n'appliquent pas le droit. Donc, ils n'appliquent pas le droit. Ils sont comme chez nous. Ok, je pense que la réponse est claire. Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup. Je pense que on va se concerter et vous inviter au moins une fois par semaine pour sensibiliser les gens comme nous, comme le peuple. Voilà, au moins, voilà, on se sent un peu plus en confiance et je pense que le peuple aussi. Voilà, maintenant sortez massivement. Vous n'avez pas besoin ou on n'a pas besoin d'autorisation pour aller manifester. Donc voilà. Merci beaucoup, maître. Bonne soirée à tout le monde. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée, bon courage. Vous n'êtes pas seul. Sachez que tout le peuple togolais est derrière vous. Il n'y a qu'une seule minorité. Il n'y a qu'une seule minorité qui a des privilèges, qui veut conserver ses privilèges contre vents et marées. Mais ce combat, nous le menons en tant que des humains. Mais il y a l'œil invisible de la providence qui nous voit. Un matin, tout est fini et nous tous, nous aurons cette possibilité de rentrer chez nous parce que le Togo, c'est notre patrimoine commun. Et je sais que nos ancêtres qui ont lutté, qui ont versé leur sang pour que le Togo accède à la souveraineté, ils ne peuvent pas les laisser faire indéfiniment et nous torturer, nous contraindre à l'exil, nous tuer, nous bâtonner sans qu'on ait la bouche pour pleurer. Nos ancêtres, le mal de nos ancêtres ne les laissera pas faire indéfiniment. Un matin, ce pouvoir leur tombera et ils n'auront que leurs yeux pour pleurer.